Tu as 12 ans, et tu ne comprends pas encore que ton corps ne t'appartient pas. Nous sommes en l'an 1443, et tu te tiens dans la grande salle du château de Bledsoe, observant des hommes vêtus de velours riches et de fourrures épaisses discuter de ton avenir comme s'il s'agissait d'un simple marché de bétail. Ton nom est Margaret Beaufort, et même si ton sang est noble, tu apprends peu à peu que cette noblesse ne signifie rien lorsque l'on est femme dans un monde dirigé par des hommes qui considèrent leurs filles comme des pièces de monnaie à échanger. Sous tes pieds, des jonchées d'herbes odorantes, de menthe et de romarin ont été répandus pour masquer l'humidité glaciale que la pierre épaisse laisse passer. La lumière vacillante des chandelles se reflète sur les visages fermés des seigneurs et des évêques qui chuchotent à propos d'alliances et d'héritages, leur souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Tu resserres ton manteau de laine sur tes épaules, mais le frisson que tu ressens n'a rien à voir avec la température. Ton tuteur, William de la Pole, duc de Suffolk, lève une main chargée de bagues qui captent la lumière du feu et t'indique du geste. La fille apporte d'importantes possessions, dit-il d'une voix assurée, celle d'un homme qui n'a jamais douté de son droit à décider du sort des autres. Son héritage inclut des terres dans le Somerset, le Devon et le Dorset. Un mariage maintenant garantit ses biens pour notre cause. Tu aimerais demander quelle cause il entend, mais une fillette de 12 ans n'interrompt pas des hommes puissants. Tu observes seulement le visage de John de la Pole, le fils de Suffolk, qui deviendra ton mari avant la fin du mois. Il a 14 ans à peine, encore maigre et maladroit, ses mains trop grandes pour ses poignets. Il t'adresse un regard furtif, puis détourne les yeux comme si ta présence l'embarrassait. Déjà, ton avenir se scelle dans ces négociations feutrées. Margaret Beaufort naquit en 1443 dans un monde où sa naissance représentait à la fois une bénédiction et une malédiction. Fille et unique héritière de John Beaufort, duc de Somerset, elle portait dans son sang un lien direct avec la couronne d'Angleterre, descendant de John de Gand, duc de Lancastre, et de sa maîtresse Catherine Swynford, union ensuite légitimée par mariage et décret royal. Mais la tache du bâtard, même effacée officiellement, restait une ombre qui suivrait toujours ses descendants. Son père mourut alors qu'elle n'avait que 6 mois, la laissant parmi les héritières les plus riches d'Angleterre. Ce qui pouvait sembler un don n'était en réalité qu'un fardeau. Les orphelins fortunés devenaient pupilles de la couronne et leur mariage se décidait au gré des besoins politiques. La tutelle de Margaret fut confiée à William de la Pole, duc de Suffolk, qui comprit immédiatement qu'en contrôlant son mariage, il contrôlerait aussi son immense héritage. Ainsi, à 12 ans, Margaret se trouve dans cette grande salle où l'on négocie sa première union. Les murs épais de calcaire, ornés de tapisseries aux couleurs passées représentant des chasses nobles, ont absorbé des décennies de complots et de cris. Même à son âge, la fillette comprend l'ironie. Comme le cerf poursuivi sur les tentures, elle est elle-même une proie. Les termes du mariage sont fixés sans qu'elle puisse intervenir. La cérémonie aura lieu à Bledsoe dans la quinzaine. Ces terres seront administrées par la famille de Suffolk jusqu'à sa majorité. Chacun sait que cela garantit au duc un contrôle durable sur la fortune de l'enfant. Autour d'elle, l'air est saturé d'odeurs de sueur, de laine humide et de corps rarement lavés. Son futur mari, John de la Pole, se tient maladroitement près du grand feu, aussi peu maître de son sort qu'elle, mais son sexe lui offre déjà l'illusion d'un pouvoir que Margaret ne connaîtra pas. Lui héritera des titres et des terres, elle ne fera que transférer les siens en se mariant. Un matin de février, le mariage est célébré. Margaret porte une robe de soie bleue, couleur royale, lourde et inconfortable sur sa frêle silhouette. La chapelle de Bledsoe est froide, ses murs de pierre étouffant la lumière et le son. À genoux, les genoux meurtris par la dureté du sol, elle prononce en latin les mots qui l'unissent à un garçon qu'elle connaît à peine. Sa voix est plus ferme que ses mains tremblantes, car on lui a appris à accomplir son devoir, quelle que soit sa volonté. Le mariage est consommé, comme la loi médiévale l'exige, bien qu'aucun des 2 enfants ne comprenne réellement ce qui leur arrive. Cette contradiction, qu'une union puisse être légale tout en restant profondément préjudiciable, marquera toute la jeunesse de Margaret. Quelques mois plus tard, la mort frappe. John de la Pole meurt de fièvre à 14 ans. Margaret, à 13 ans, est veuve, mais son mariage n'ayant pas été pleinement consommé, son héritage n'est pas transféré à la famille de Suffolk. Elle redevient l'une des héritières les plus riches d'Angleterre, et donc à nouveau une proie. Lorsqu'on lui annonce la nouvelle, elle continue calmement son ouvrage de broderie,
consciente que montrer ses émotions serait une faiblesse exploitable. Déjà, elle apprend la retenue et la dissimulation qui deviendront ses armes. Suffolk, son tuteur, l'évalue comme un marchand évalue une marchandise précieuse. Son sang-froid le convainc. Elle sera utile aux négociations futures. Durant sa courte veuvage, elle poursuit son éducation. Latin, français, gestion de domaine. Elle devient une élève brillante, maîtrisant les langues et les contes, découvrant l'étendue de son immense fortune, des milliers d'acres, des forêts, des carrières, des moulins, autant de richesses qui font d'elle un enjeu politique majeur. Au printemps, sa mère, Margaret Beauchamp, vient la voir dans le jardin d'herbe du château. À 14 ans, la jeune fille comprend à travers leurs échanges que son héritage est à la fois sa force et sa prison. Si elle refuse de se marier, sa tutelle sera vendue à un autre seigneur qui pourra la contraindre ou la dépouiller. Son avenir est déjà écrit. Son corps et ses terres ne peuvent être dissociés. La liberté n'est pas une option. Dès l'automne 1445, de nouvelles négociations commencent. Le roi Henri VI et ses conseillers décident d'unir Margaret à Edmund Tudor, comte de Richmond, demi-frère du roi par sa mère Catherine de Valois. L'union sert à renforcer les alliances de la maison de Lancastre. Edmund, âgé d'environ 24 ans, reçoit la main de la jeune héritière et la gestion de ses biens. À 14 ans, Margaret est mariée pour la seconde fois. La cérémonie, plus solennelle que la première, a lieu à Westminster, dans la grande salle aux dimensions colossales. Devant la noblesse assemblée, elle prononce des vœux clairs et fermes, tandis qu'Edmund affirme sa possession d'une voix assurée. Lorsqu'il lui passe l'anneau, sa main recouvre entièrement la sienne, symbole du pouvoir qu'il exerce. Le mariage est aussitôt consommé, cette fois sans ambiguïté. Margaret découvre la réalité d'une union où elle n'a aucun mot à dire. Ses terres passent entre les mains d'Edmund, qui réorganise ses domaines et détourne les revenus pour financer ses ambitions militaires. À 13 ans, Margaret tombe enceinte. Cette grossesse lui apporte autant de craintes que de devoirs. Enfanter est son rôle d'épouse, mais l'accouchement est une menace mortelle pour une fillette. L'hiver est rude, Edmund est absent, mobilisé dans les conflits grandissants de la guerre des Deux Roses. Capturé par les Yorkistes, il meurt de fièvre en captivité en novembre 1456. Margaret, enceinte de 7 mois, reçoit la nouvelle sans broncher, seule, continuant à broder comme si de rien n'était. En janvier 1457, à Pembroke, elle endure un accouchement terrible. Son corps trop frêle manque d'y survivre, mais elle donne naissance à un fils robuste. Henri, futur Henri VII. Cet unique enfant marquera toute son existence. L'accouchement la laisse affaiblie à jamais, incapable d'avoir d'autres enfants. La maternité à 13 ans l'a marquée de douleurs irréversibles. Désormais veuve et mère, elle doit protéger son fils. Son troisième mariage, en 1458, avec Henry Stafford, fils cadet du duc de Buckingham, lui offre enfin un semblant de stabilité. Stafford, âgé de 30 ans, la traite avec respect et protège son enfant. Leur union, moins politique que les précédentes, permet à Margaret de développer son intelligence et d'observer la politique de plus près. Elle apprend à lire les alliances, à comprendre les finances et les stratégies militaires. Elle devient une actrice politique, non plus un simple pion. Mais en 1471, Stafford meurt, laissant Margaret à 28 ans face à de nouveaux défis. Elle épouse alors Thomas Stanley, comte de Derby, en 1472. Cet homme habile, maître dans l'art de survivre au changement de régime, devient son allié. Ensemble, ils œuvrent dans l'ombre pour préparer le retour de son fils, exilé. Margaret se révèle alors comme une stratège politique accomplie, manœuvrant avec prudence à la cour d'Édouard IV, puis de Richard III. Lorsque Richard s'empare du trône en 1483, Margaret doit choisir entre loyauté apparente et complot. Elle soutient secrètement son fils et son pari culmine en 1485. La bataille de Bosworth voit Richard III tomber et Henry Tudor devenir roi. Margaret, à 52 ans, atteint l'apogée de ses efforts. De fillette sacrifiée, elle est devenue la mère du roi d'Angleterre. Son rôle de « My Lady the King's Mother » lui confère une autorité inédite. Elle influence les nominations, les décisions politiques et même les mariages royaux. Elle transforme des décennies de souffrance et de contraintes en pouvoir concret. Toutefois, ce triomphe a un prix. Sa vie personnelle s'est effacée derrière son objectif unique, assurer la couronne à son fils.
Elle trouve aussi refuge dans la religion, fonde des écoles, soutient des institutions pieuses, mêlant foi sincère et stratégie d'influence. Dans ces dernières années, elle vit à la fois dans la gloire et l'isolement, ayant sacrifié son bonheur à l'ambition. Elle meurt en 1509, peu après son fils, et voit son petit-fils, Henri VIII, monter sur le trône. Margaret Beaufort demeure une figure centrale de l'histoire anglaise. Son existence illustre les contradictions de son époque, contrainte par le système patriarcal, mais capable de le retourner à son avantage. Son héritage se mesure non seulement à la dynastie Tudor qu'elle a fondée, mais aussi à sa capacité à transformer sa douleur en pouvoir, son absence de choix en stratégie. Elle fut l'enfant brisé qu'on maria de force, mais aussi la femme de fer qui fit et défit les rois. Son effigie de bronze, priant dans l'abbaye de Westminster, ne reflète qu'une partie de ce qu'elle fut. Car derrière ce visage paisible se cachait la détermination d'une survivante, la clairvoyance d'une stratège et la volonté d'une mère qui changea à jamais le destin de l'Angleterre.